est le collectif de victimes de Joël Le Squarneck, ce qui signifie on ne prétend pas représenter l'ensemble des victimes. Nous sommes aujourd'hui une soixantaine. Au sein de ce collectif, on s'est créé tard par rapport au collectif de manière générale apparemment, parce qu'on pensait que la société d'elle-même se saisirait de cette affaire. On l'a fait le 7 mai, après la question au gouvernement de Madame Le Henaf, où Monsieur Neuder a dit des choses fausses sur ce procès. Et après une mobilisation avec les associations, notamment Van Thèse, qui étaient présentes dès le début du procès et qui ont fait parler des dysfonctionnements. On a voulu faire sortir la voix des victimes du tribunal puisqu'elles ne sortaient pas et que les médias ne voulaient pas parler de nous parce qu'ils considéraient que sans notre propre parole, ils ne pouvaient pas eux-mêmes se saisir et intellectualiser ce procès. Bonjour et bienvenue au cœur de l'Assemblée nationale. L'audition que nous vous proposons de suivre aujourd'hui est inédite et exceptionnelle puisque les députés entendent les victimes de Joël Le Squarneck. Alors 3 d'entre elles sont venues, armées de leur courage, témoigner des viols et agressions que leur a infligé l'ex-chirurgien. Il a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour ces faits. En mars, il avait reconnu avoir abusé de l'ensemble de ses près de 300 victimes. Je vous propose tout de suite d'écouter cette audition poignante et indispensable pour que de tels faits ne se reproduisent plus. 3 membres du collectif des victimes de Joël Le Squarneck devant la représentation nationale. C'est tout de suite sur LCP. Bonjour, Alexandra Morisset. Je suis la première victime déclarée de JLS, Joël Le Squarneck. C'est comme ça que je l'appelle, JLS. Je suis également sa nièce. Je suis une victime prescrite du premier volet. Je suis rentrée dans le groupe du collectif après le verdict dans la cour criminelle de Vannes. Je vais vous donner des chiffres pour contextualiser. Il y a 160 000 enfants victimes par an d'agressions sexuelles, soit un enfant toutes les 3 minutes. L'âge moyen est de 8 ans. CE2. Que connaît un enfant de la sexualité à cet âge-là? Il y a 5,5 millions d'adultes qui déclarent être victimes d'agressions sexuelles dans leur enfance, dans un contexte de 81% incestueux. Il faut savoir également qu'une personne en situation de handicap a 3 fois plus de risques d'être victime d'agressions sexuelles. Dans l'affaire de JLS, il y a donc plus de 300 victimes hospitalières dans son milieu d'activité quotidienne, une dizaine de victimes en intrafamilial et sphère amicale. Il faut savoir qu'au décours de l'enquête, il apparaît qu'il y a plus de 3 ans de carnets qui ont été détruits en 1996. Donc il reste des victimes à retrouver. Le constat est effroyable. On ne peut plus ni nier, ni minimiser, et arrêter que ça soit un sujet tabou. Les éléments caractéristiques d'un pédocriminel comme JLS, c'est sa manipulation. Il a gagné la confiance de l'entourage et des enfants. C'est quelqu'un de très sociable, abordable, un prédateur hors pair. Il cherche l'accès aux enfants. Il minimise ses actes. Moi, personnellement, il me disait « je ne fais rien de mal, c'est notre secret ». Pour acheter mon silence. Les conséquences des violences sexuelles sur les victimes, ils sont multiples. Les mécanismes de défense sont inconscients, tels que l'amnésie traumatique, le déni, la culpabilité, la honte, la dissociation. Les conséquences post-traumatiques sur les victimes nuisent à l'architecture du cerveau, la défense immunitaire, le système métabolique et le système inflammatoire. Des études montrent que l'IRM cérébral est une preuve de ces défaillances. Ce n'est plus aux victimes de se taire, de se cacher, de supporter et de fuir. La libération de la parole est un élément déterminant pour entamer la reconstruction. Mais qui pour nous aider? Les professionnels sont très peu formés.
et submergés, 160 000 enfants. Les associations, personnellement, ils n'ont pas été à l'écoute. Le 119 a dit que j'étais prescrite sans m'avoir fait parler. Les autres associations nous ont pris pour des folles en disant que ce n'était pas possible, ils n'étaient pas au courant de l'affaire. Je leur ai dit que c'était en instruction, mais seul Oméra Cellier d'IED a bien voulu nous entendre. IED, Innocence en danger. La justice, elle nous a réduites au silence en nous donnant le statut de victime prescrite. Il y a eu cependant quand même une avancée. Après le premier volet, il y a eu la prescription glissante. Il y a eu aussi la création de la CIVIS avec les nombreux infractions sexuelles qui ont été divulguées, enfin révélées plutôt dans les différents milieux. Il faut savoir que la CIVIS a quand même entendu plus de 30 000 témoignages en 3 ans. Notre avocate, Maître Buquet, du deuxième procès, au premier volet, parce qu'il y a eu le Covid donc nous, on a eu, dans le premier procès, on a eu deux procès. Un premier qui a duré 1 jour et l'autre qui a duré 4 jours. Elle a réussi à nous faire constituer partie civile sur détention d'images à caractère pédopornographique nous concernant. Vu que nous étions des victimes prescrites, nous n'avions pas eu accès au dossier, donc pas accès à cette information. Donc pas préparée. L'injustice faite aux victimes prescrites quand JLS lui a été protégée pendant des décennies par le silence, par l'impunité, par les failles du système judiciaire. Les victimes, elles sont condamnées à la souffrance, au traumatisme, être invisibilisées et relayées aux grands témoins. Lors du premier procès, donc, je suis invitée à aller témoigner de mon propre viol, non reconnu par la justice. Sans accompagnement, puisqu'une victime prescrite n'a pas le droit d'être accompagnée. Sans accès au dossier, d'où le fait qu'on le découvre sur ce qui nous est arrivé par cette détention d'images à caractère pédopornographique. C'est la double peine, vivre le crime et être invisible aux yeux de la justice. En comparaison avec le témoignage de Marie-France Le Squarnex, ex-femme, qui, elle, a été un témoin muet, une complicité passive. Ça rappelle un symbole, celui que la société ne veut pas voir pour ne pas avoir affronté ce que vivent les enfants victimes de sévices sexuels. Maître Buquet travaille activement sur le statut des victimes prescrites pour qu'elles aient un droit malgré les principes de la procédure pénale. La justice et JLS ont refusé notre expertise psychologique parce que nous sommes que des victimes prescrites. La détention d'images à caractère pédopornographique, il l'a détenue pendant plus de 30 ans. Il a pu les consulter. La justice estime notre préjudice à 5 000 €. Sans l'aide d'Innocence en danger, nous n'aurions jamais pu être partie civile parce que, comme je vous disais, on ignorait tout ce contenu. Aucun rapprochement n'a été fait puisque nous étions prescrites et oubliées. Il ne doit jamais y avoir de différence entre les victimes parce qu'il n'y a pas de grandes ou petites victimes et parce que nous ne sommes pas interchangeables. Merci. Merci Alexandra. Je vais être un petit peu crue. Je me permets de m'excuser de suite, monsieur et madame les députés. Je m'appelle Manon Lemoine, je suis membre du collectif Partie civile au procès. Qu'est-ce qu'une image pédopornographique ?
c'est un enfant qui se fait violer par un adulte sans consentement. C'est un pénis d'adulte dans la bouche d'un enfant. Maintenant que vous avez bien l'image en tête, pensez à Joël Le Squarneck qui se masturbait sur ces images d'enfants violés par des adultes. Est-ce que vous confieriez vos enfants, vos neveux, vos nièces, vos petits-enfants à un médecin qui se masturbe sur des viols d'enfants, qui prend du plaisir à regarder des viols d'enfants? Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de passage à l'acte? Alexandra était dans ces images, comme beaucoup d'autres enfants. Pendant 3 mois de procès, on a pu voir ce qu'il y avait de plus sordide, de plus ignoble. Mais peut-être une des violences supplémentaires que nous avons subies, c'était à presque chaque témoin médical. Cette indifférence, cette lâcheté, cette non-remise en question. Aujourd'hui, je suis devant vous, mais je ne suis qu'une simple RH. Par contre, c'est à moi qu'on demande de détricoter l'ensemble de défaillances de vos institutions pour vous les exposer aujourd'hui, parce que ce procès nous a mis à jour l'ensemble des problèmes que nous avons en termes de responsabilité dans le milieu médical. Une réalité, l'ordre n'a rien fait. Et pourtant, c'était à eux d'agir. Ils ont eu plusieurs années pour le faire. Chaque excuse avancée de leur part est fausse. Ils ne pouvaient pas prendre acte des faits reprochés à Joël Le Squarneck car c'était dans son milieu personnel. Ils ne pouvaient pas le juger puisque c'était à Vannes et qu'il était passé à Quimperlé 1 an plus tard. L'ordre des médecins, au niveau départemental, pouvait saisir la chambre disciplinaire régionale, car il est possible de juger les actes du passé. On ne pouvait pas le juger parce qu'il était passé fonctionnaire au 1er août 2006. Faux. On peut juger quand c'est une faute détachable du service public, puisqu'il est inscrit à l'ordre des médecins. Le Conseil départemental de l'ordre des médecins du 56, du 29 et du 17 sont fautifs dans cette affaire. Je rappelle qu'ils n'ont pas à surseoir à statuer, ce qui signifie qu'ils ne sont pas censés attendre ou ils ne sont pas censés se calquer sur une condamnation pénale ou correctionnelle et qu'ils peuvent agir via la partie déontologique. J'ai appris tout ça il y a peu de temps, hein. Je vous l'ai dit, je ne sais pas mon métier. Donc aujourd'hui, ce qu'on constate dans cette affaire, c'est qu'il y a une lâcheté générale. Pourquoi ? Pour protéger un hôpital qui va fermer, Quimperlé, il faut absolument garder le chirurgien. Parce qu'on constate encore aujourd'hui, mais on ne porte pas plainte au niveau de la chambre disciplinaire quand on n'est pas sûr de gagner. Ça passerait un peu mal. Et puis, de toute façon, on a réussi à l'écarter de Bretagne. Il part en Charente-Maritime, donc c'est plus l'affaire de la Bretagne. L'ARH s'est bien assuré qu'il ne reste pas en Bretagne avec un petit coup de téléphone au directeur de Pontivy pour lui dire surtout ne le recrutez pas après la fermeture de Quimperlé. Encore aujourd'hui, on constate des fautes inavouées. Tout le monde se renvoie à la balle. Des process non établis, aucune remise en question. Une déontologie méconnue des médecins. Et comme je le disais,
Ils ne saisissent la chambre disciplinaire qu'à partir du moment où ils sont sûrs de gagner, parce qu'il ne faudrait pas faire scandale. À la barre, plusieurs médecins sont passés, des anciens collègues de Le Squarnec. Plusieurs personnes sont passées, des GDOM, GNOM, la RH. Ils referaient pareil, ils nous l'ont dit. Aucune mesure, aucun retour d'expérience n'a été mis en place dans les cliniques, dans les hôpitaux. Dans les cliniques où il est passé, depuis 2019, on sait ce qui s'est passé. Aucune clinique s'est dit on ne va pas attendre un procès pour agir. Rien. Mais l'ordre des médecins ne s'est pas dit tiens, on ne va pas attendre que le procès arrive et on va peut-être regarder un petit peu nos process internes. Rien. 5 ans. Autre absurdité du dossier. Aujourd'hui, JLS ne va plus pouvoir exercer la médecine. Mais cela, ce n'est grâce qu'à 2 choses. Parce qu'il a été condamné, donc il a un casier judiciaire, et parce qu'il y a des mesures de sûreté qui ont été mises en place à sa sortie de détention. Il n'a jamais été radié de l'ordre des médecins. En 2017, le GDOM 17 est présent pour la perquisition à l'hôpital. Tout sort dans la presse. Ils n'ont rien fait. S'ils n'avaient pas été condamnés, ils pouvaient continuer d'exercer. De la condamnation en 2005 à l'arrestation en 2018, 38 victimes en plus, de 3 ans à 20 ans. Et des centaines de personnes qui n'ont pas été prises en charge. On aurait pu ne pas attendre 20 ans pour lever le voile sur ce qui nous était arrivé. Madame Poder, qui était à ce moment-là haut fonctionnaire de la DHOS, a fini sa prise de parole en tant que témoin en nous disant que les patients devaient avoir confiance au système de santé. Les comportements déviants sont l'exception. Madame Poder, vous avez tort. Plusieurs collègues, témoins ou des collègues évoqués dans le dossier, lors du procès, on fait état de condamnation pour détention d'images pédopornographiques, récidive, viol, agression sexuelle. C'est pourquoi nous avons plusieurs mesures que nous avons soulevées au sein du collectif. Le ministre de la Santé nous a reçus le 10 juin dernier. Il nous a dit réfléchir à inclure les patients dans son plan contre les violences sexuelles et sexistes dans le milieu médical. Monsieur le ministre, ce n'est pas une option. Nous souhaitons aussi qu'il soit nécessaire de motiver les choix de recrutement ou le choix de garder un soignant s'il y a un casier judiciaire. Le procès doit être clair dans chaque cas pour que tout le monde sache quelle est sa responsabilité et son rôle. Les casiers judiciaires doivent être accessibles. Il est nécessaire d'agir et de mettre des moyens efficaces, même si on l'apprend tard. À partir du moment où on l'apprend, il faut agir. Et arrêter de réduire la qualité des recrutements parce qu'on n'a pas les informations. Il est nécessaire que le code de déontologie et le code de la santé publique s'imposent à toutes et tous. Il est nécessaire que chacun sache ce qu'il a à faire. Et enfin, les lanceurs d'alerte, comme nous les appelons, doivent être protégés et avoir un process clair dans la manière dont les choses peuvent remonter. Nous avons une pensée particulière pour M. Bonvalot et M. Legac. Il est clair que dans ce dossier, les institutions échouent à tous les niveaux. Faut savoir que les dysfonctionnements en termes d'accompagnement sont nombreux. Ils prennent leur source déjà vis-à-vis des personnes en charge de l'enquête et de l'instruction du procès. On verra notamment un traumatisme vicariant assez conséquent, qui présage quand même qu'il y a une question de fond et qui vient ruisseler en fait sur le manque d'accompagnement général dont qu'on a pu subir.
Mais surtout, je vais vous parler des dysfonctionnements et du manque d'accompagnement des victimes. Il est pluriel, puisqu'il est judiciaire, il est psychologique, il est social. Et pour reprendre les propos de M. Darmanin, il est avant, pendant et après, mais il s'agit d'un manque d'accompagnement et non pas d'accompagnement effectif, de dispositifs déployés pour accompagner les victimes vers un mieux-être. Alors, je vais procéder d'un point de vue assez chronologique pour que vous puissiez reprendre avec moi les affres dans lesquelles on a été plongé. À l'annonce des faits, il faut savoir qu'il y a autant d'annonces des faits en gendarmerie que de victimes. Certains ont été alpagués sur leur lieu de travail. D'autres ont reçu un message sans trop d'explications pour leur dire qu'ils étaient convoqués sans trop de motifs, parfois il n'y en avait aucun, à la gendarmerie. Certains auront pu demander également s'ils pouvaient venir accompagner cet accompagnement en fonction du lieu où on pouvait se trouver, et soit accepté, soit rejeté. Pourquoi ? On ne le sait pas. Et étant donné le manque de capitalisation sur ces épisodes de vie-là qu'on a pu vivre, il semble difficile aujourd'hui de penser à savoir exactement pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait. D'un point de vue judiciaire, il faut savoir qu'on a été seul face à un gendarme. Donc déjà, la question du genre se pose, puisque quand on a des personnes qui ne se souvenaient pas des faits, mais on a aussi des personnes qui se souvenaient des faits, donc quelqu'un qui représente l'autorité, on est seul en fonction de l'environnement où on se trouve. C'est plus ou moins proche de la sortie. Et cette personne qu'on n'a pas choisie va nous annoncer, je ne sais pas comment vous le dire, mais vous avez été victime de viol. Voilà. C'est quand même assez compliqué, d'autant plus que il faut savoir qu'il y a un procès verbal qui est dressé à l'issue de cette audition, et que dans ce procès verbal, il y a un petit encadré qui va pouvoir dire cette personne ne nécessite pas de prise en charge particulière. Là où on est quand même, en règle générale, sur des mécanismes de sidération, il y a quand même un énorme problème de compétences là-dessus, pas de compétences tierces pour équilibrer de type psychologique. Le lien avec les associations de prise en charge de victimes est ténu, puisque en fait, c'est de l'ordre de l'expérimentation locale. Donc, très peu de victimes ont pu bénéficier de cette mise en lien. Ça a existé, et on aimerait bien que ça puisse justement être renseigné, documenté, afin de renseigner les bonnes pratiques, mais aussi les nombreuses défaillances. Parce que si vous prenez l'ensemble des discours des victimes, vous entendrez notamment que France Victime a été largement défaillant, puisque je pense notamment à France Victime 56. Ce n'est pas une surprise aujourd'hui puisqu'on l'a dit maintes et maintes fois, mais qui a pu dire à certaines personnes vous avez vécu avec ça, on voit pas trop le problème, ou alors à des parents qui voulaient être présents, soit en qualité de co-victimes, ou soit juste en qualité de parents pour aider leurs enfants qui étaient mineurs au moment des faits, ou on leur dira en fait, non, ils sont adultes là, donc vous n'avez rien à faire ici. Bon, l'accompagnement judiciaire ne sera pas le même en fonction des victimes. D'ailleurs, dans le collectif, on a souvent il est souvent dit que certains avocats, en fait, plus de son, plus d'image, n'ont pas nécessairement accompagné leurs clients dans vraiment la compréhension de ce qui est en train de se passer, les différents ressorts, les différentes étapes qu'ils allaient devoir franchir. Et pour vous dire assez clairement, c'est aussi une problématique financière, puisqu'il y a des ressorts qui peuvent permettre justement
d'approvisionner, pardon, je perds mes mots, d'approvisionner un certain nombre de frais, par exemple psychologiques, etc., mais qui sont en fait liés à des démarches spécifiques, sauf que tous les avocats ne le proposent pas. Donc il y a quand même une différence de compétences aussi sur cet accompagnement victimaire de la part des avocats qui pose problème en termes d'accès aux soins et à la réparation. Pendant le temps de l'instruction, aucun accompagnement n'a été donné, c'est-à-dire en temps normal, quand on pense à quelque chose avec beaucoup de victimes, on va dire une masse de victimes avec des conséquences en termes psychologiques, on pense naturellement à des cellules d'urgence médico-psychologiques. Bon, aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'y a toujours rien. D'ailleurs, on l'a demandé, c'est un peu un appel aujourd'hui, puisque le 18, on a été auditionné par le ministre de la Santé, qui nous a promis de mettre en place un dispositif d'accompagnement des victimes et des co-victimes avant la trêve estivale. Donc j'en profite pour rappeler ces engagements-là et le fait qu'aujourd'hui, nous n'avons toujours pas de réponse à ce sujet. Également, lors de la tenue du procès, des problématiques. Donc ça a été évoqué un petit peu plus tôt, il me semble, sur la salle de déport. Voilà, donc il faut imaginer que déjà, quand on arrive le jour J, on est un petit peu, pour beaucoup, désorienté. Il faut passer par France Victimes. On voit une masse de médias s'agglutiner devant le tribunal. Et donc, on cherche un peu le chemin. On trouve un amphithéâtre qui est en retrait donc, du tribunal, qui est appelé salle de déport. Un choix assez pauvre de mots, si vous me le permettez. Et c'est ce lieu, donc un ancien amphithéâtre, qui sera notre lieu assigné pour suivre le début du procès. Donc effectivement, je profite, parce qu'il y avait une question à ce sujet, de dire que ça a été largement critiqué. On pourra revenir là-dessus. Il y a eu des bons aspects, et je tiens à le préciser, mais il y a aussi beaucoup de manquements en termes de conception, voilà, de nombreux impensés qui nous ont poursuivis tout le long du procès. Et la réussite principale des moments où en fait ce lieu a été saisi avec intérêt comme un sas un petit peu d'adaptation, en fait on le doit principalement aux victimes qui étaient à l'intérieur et qui ont su par les interactions, créer ce climat sécuritaire. Mais en aucun cas, les choses n'ont été pensées pour que cela se passe. En fait, la plupart des personnes sont éloignées de leur propre procès, qui est un peu symbolisé d'ailleurs par cette salle de déport, mais ça c'est une autre question. Il y a vraiment des problématiques d'accès qui doivent être repensées, puisque ça génère en fait d'énormes frustrations de passer à côté de son procès. Et puis aussi, on sait que dans le parcours de réparation d'une victime, c'est quand même important déjà d'avoir un espace où on va pouvoir se rapprocher des victimes. Donc, plutôt que la concurrence victimaire, on incite au rapprochement victimaire, mais également le fait de pouvoir venir et choisir les moments où on veut écouter, où on veut être acteur de son propre procès et ne pas être obligé ou contraint par ses obligations professionnelles, familiales. Il y en a beaucoup dans ce cas-là. Bon, le verdict, j'imagine que vous en avez pris connaissance. Beaucoup s'attendaient à une mesure de rétention de sûreté qui aurait été un garde-fou pour éviter de mettre un Joël Le Squarnec en liberté et voilà, qui puisse adonner de nouveau à ses perversions. On va formuler ça comme ça. Rien n'a été pensé en fait pour l'annonce de ce verdict, alors même que la Cour savait de toute façon que ça allait être problématique, puisqu'il y avait déjà de l'émotion dans la voix. On remercie d'ailleurs la Cour d'avoir été à l'écoute et d'avoir été dans un certain humanisme. Mais par contre, il n'en reste pas moins que rien n'a été pensé. Vraiment, aujourd'hui, dites-vous, on n'a même pas un numéro cristal
pour pouvoir appeler à toute heure si on a un problème vis-à-vis du procès. Il y a énormément de réviviscence traumatique, de frustration. On est pour beaucoup aussi fatigué de devoir aller dans des formes de surresponsabilisation et aussi de devoir subir en fait l'inaction d'un système qui nous victimise de nouveau. Donc ça a un nom, ça s'appelle la victimisation secondaire. Il y a quand même beaucoup de choses à revoir en termes d'accompagnement, et c'est pour ça que on demande la mise en place d'un parcours d'accompagnement spécifique qui soit renforcé pour les victimes de violences sexuelles et sexistes, incluant un soutien judiciaire, psychologique et social, pas seulement pour les victimes, puisqu'il s'agit d'une problématique qui est transgénérationnelle. Ça a été évoqué notamment qu'il y avait un impact par Alexandra plus tôt. Il y a un impact également génétique et social qui est bien quand même renseigné par la recherche. Donc on doit le voir aussi, cet accompagnement, d'un point de vue systémique. Point. On demande également de réaliser un diagnostic national et de s'inspirer de l'existant. Il faut savoir qu'il existe notamment le Centre national de ressources et de résilience, alors je ne sais pas si c'est dans le bon ordre, qui existe et qui par ailleurs a été inauguré en 2019. Voilà, donc qui aurait pu largement, puisque c'était en février, aurait pu largement être sollicité pour éviter en fait tout ce lot de manquements en termes de parcours d'accompagnement, et notamment en qualité de coordinateur. Ça aurait pu être assez intéressant de le faire. On aimerait bien, du coup, un diagnostic national, s'inspirer de ce qui a pu être fait pour les attentats, et donc, je l'ai déjà dit, mais ne serait-ce qu'un numéro cristal, ça pourrait être intéressant, puisqu'on a des victimes partout en France, mais aussi à l'étranger. Donc ça pourrait permettre de répondre en fait à un besoin de distance et d'éloignement, mais également du coup des cellules d'urgence médico-psychologique, avec la nécessité d'avoir en fait une fédération d'un point de vue national et des antennes au local. Sur des problématiques spécifiques, par exemple, vis-à-vis des hommes, on parle d'alexithymie sur la difficulté de reconnaître et de verbaliser ses émotions, qui mène, voilà, les experts ont pu le dire lors du procès, le moins on va être en mesure de verbaliser ce qui se passe, et le plus difficile, ça va être de le gérer, et ça peut conduire au suicide de façon un peu plus systématique. Il faut vraiment prendre en compte que ça, c'est juste un exemple. Pour autant, on le voit, très peu d'hommes ont pu témoigner. Et de façon générale, en fait, très peu de victimes ont pu témoigner lors de ce procès, par manque de ressources, très certainement, et peuvent se sentir aussi culpabilisés. Je pense que s'il y a bien quelque chose à retenir là-dessus, c'est que c'est très bien de nous entendre. Il faut aller, je pense, vers un réel accompagnement, et l'accompagnement, c'est avant tout, c'est pas faire à la place d'eux, c'est faire avec. Donc on appelle quand même à une co-construction dans une approche assez intelligente, où nous, on est là, on peut vous aider à saisir justement des éléments d'amélioration, mais on va avoir besoin de ressources, de moyens également, ne serait-ce que pour récolter les récits de ces épisodes qui ont été assez traumatiques, puisque l'annonce, comme pour certains le verdict, ont été traumatiques. Et si c'était possible, par-dessus, de pouvoir éviter de nous surresponsabiliser, c'est-à-dire de nous demander de trouver nous-mêmes les moyens de notre propre guérison, sur quelque chose qui devrait être assumé par l'État, ce sera encore mieux, puisqu'il faut savoir que c'est quelque chose qu'on subit à tout point de vue, et qu'on est empêché à bien des égards de pouvoir aller loin.
que ce soit les personnes qui ne se sentent pas victimes parce qu'elles sont dans le déni, comme les personnes qui sont un peu plus évoluées mais qui se retrouvent coincées dans un cycle de victimisation qui semble ne plus finir. Et cette victimisation-là, cette victimisation secondaire, tout le monde en fait partie. La violence du parcours judiciaire, elle s'exprime envers les victimes, par les professionnels qui composent ce parcours, mais aussi envers les professionnels qui composent ce parcours. C'est donc un parcours qui va générer de la victimisation secondaire auprès des victimes, mais également du traumatisme vicariant auprès des professionnels qui interviennent tout au long du parcours. Et c'est donc sous le prisme de ces deux choses-là que je vais refaire un tout petit peu le parcours judiciaire avec vous. Au stade de l'enquête, et je parle de l'enquête du deuxième volet, il y a quelque chose, moi, qui m'a marqué. Cette enquête, elle a essentiellement reposé sur les épaules d'une femme, d'une brigadière, qui est Madame Martineau. Cette femme, elle a porté toute seule la retranscription de milliers de pages du journal de Monsieur Le Squarnec, de milliers d'heures d'images violentes à caractère pédopornographique, des images d'une violence et d'un sadisme qui serait, à mon avis, indécent que je détaille ici, de zoophilie, des images où Monsieur Le Squarnec faisait un certain nombre d'activités. Cette femme, elle les a portées toute seule. Cette femme, elle n'a pas pu déposer au second procès. Au bout de quelques minutes, cette femme s'est effondrée. Pleurait, est à mon sens pas très loin du malaise. Cette femme, ça fait plusieurs années qu'elle est en arrêt maladie. Cette femme, je ne sais pas qui s'occupe aujourd'hui d'elle. Et l'ensemble des victimes se sont adressées à cette femme dans le temps du procès pour la remercier, pour apporter leur soutien. Voilà ce que des victimes sont capables de faire dans un temps de procès là où l'institution ne le fait pas. Cette enquête, elle a été dirigée par la section de recherche de Poitiers et sur la base des personnes qui composaient la section de Jonzac. Nous sommes donc sur une enquête qui a été menée par la gendarmerie, mais les propos que je vais avoir concernent aussi bien la gendarmerie que la police judiciaire, puisque sur notre territoire, nous avons deux formations qui peuvent mener des enquêtes. Il y avait à l'époque, lorsque cette enquête s'ouvre, un office national, qui est l'OCRVP, l'Office central de répression des violences faites aux personnes, qui après a muté, je dirais, par l'OFMIN, l'Office mineur, qui est aujourd'hui un office spécialisé. Ces deux offices n'auront jamais été sollicités. Et c'était normalement à l'initiative du procureur. Sur notre territoire, nous épuisons au quotidien des hommes et femmes dans des enquêtes extrêmement violentes, extrêmement difficiles, et qui sont amenés, bien malgré eux, dans cet état d'épuisement, et donc en bout de chaîne, dans une situation potentiellement à risque pour les victimes qui l'en reçoivent. Parce qu'un professionnel épuisé, un professionnel en situation de traumatisme, est un professionnel qui peut être source de restitution de violence. Dans le temps de l'instruction, je dirais que les conditions n'étaient pas les meilleures non plus. Ça sera à Lorient, une juge d'instruction à Lorient, une juge d'instruction pour 300 victimes, pour 30 années de sévices sur toute une région ouest de la part de Monsieur Le Squarnec. Une greffière, un procureur. Ça relève, mesdames et messieurs les députés, d'un miracle que ce cabinet d'instruction ait réussi à tenir ce dossier jusqu'au bout. Ça relève du miracle qu'on n'ait pas eu de nullité dans cette procédure d'instruction. J'ai en mémoire les échanges que j'ai eus avec la greffière, qui dépassaient largement ses horaires de travail. Je reconnais le travail et l'humanité de cette juge d'instruction, qui aura lu l'intégralité du dossier, seule, sans jamais être épaulée, et aura mené une 50aine d'heures d'interrogatoire, aura répondu à toutes les demandes d'actes qu'on pouvait lui faire, seule,
en plus des autres affaires dont son cabinet avait la charge. Une fois l'instruction terminée, nous nous retrouvons donc sur la préparation du procès. Et là, je dirais que la violence est à son comble de la part de l'institution. Un comité de pilotage va se créer. Nous sommes sur un procès dit exceptionnel qui rentre dans des attributions du garde des Sceaux. Un comité de pilotage qui va réunir les avocats, ceux qui sont constitués, nous étions une 60aine. Il y aura exactement 2 réunions avant qu'interviennent les réunions préparatoires qui sont également prévues par le Code de procédure pénale, menées par la présidente de la Cour criminelle. Nous en aurons eu 3. Il faut savoir que la date du procès ne sera connue que fin novembre 2024 pour un procès qui va commencer le 24 février 2025. Le calendrier de ce procès, je l'ai recalculé hier, va changer 5 fois entre novembre 2024 et son début le 24 février 2025. En cours de procès, il va changer 4 fois et se terminera plutôt le 28 mai 2025. Ce temps de préparation, il est extrêmement violent pour les victimes puisqu'ils n'ont pas accès à tous ces travaux préparatoires. Ils ne l'ont que par l'intermédiaire de leurs avocats. Et donc, nous sommes, nous, avocats, chargés de retranscrire auprès de nos clients toutes les incongruités de cette préparation, étant nous-mêmes en difficulté pour avoir un certain nombre d'informations. Nous ne sommes dans le contrôle de rien. Nous sommes soumis aux aléas des informations qui nous sont délivrées. Nous devenons, j'ai été un artisan de la violence auprès de mes clients, à ne pas pouvoir leur expliquer, à ne pas pouvoir leur amener de la certitude sur une date, sur une organisation, sur des remboursements de frais, comment les médias seront gérés, comment seront organisés les débats, huis clos, pas huis clos, accompagnement, pas accompagnement, est-ce que je serai dans la salle avec eux ou pas dans la salle avec eux, avec cette salle de déport. Le mois de janvier aura été un mois terrible pour les parties civiles. Les effondrements psychiques ont été majeurs sur ce mois de janvier. C'est un mois durant lequel aucun accompagnement psychologique n'a été prévu. France Victime a été effectivement mobilisé, a été présent, mais à l'ouverture du procès. Qu'est-ce qui se passe avant ? En tant que professionnel avocat, nous étions aussi seuls à accompagner nos clients, à devoir gérer ces effondrements. Tous les avocats, tous les cabinets d'avocats n'ont pas la capacité de bénéficier d'une équipe pluridisciplinaire, d'avoir des réseaux de professionnels pour pouvoir les étayer. Et nous sommes une formation très en deçà des attentes des victimes dans la formation que nous avons et dans les capacités d'accompagnement que nous avons. Le temps du procès aura été l'œuvre de nombreux professionnels et parfois ceux qui sont les plus invisibles sont parfois les plus importants. Il a souvent été dit par les parties civiles, la place des huissiers au danger. Ce sont ces professionnels de justice qui sont là pour vérifier que les témoins sont présents, de faire lever les gens lorsque la cour arrive, apporter ce petit verre d'eau à la barre lorsque une partie civile le dépose. Ce sont toutes ces personnes qui vont apporter de l'humanité et qu'on oublie trop souvent. Mais dans tout le temps des débats, il aura manqué une véritable expérience de la part de la Cour criminelle dans l'organisation et la compréhension en fait de ce procès. Il va être sur les 15 premiers jours intégralement vu la personnalité de Monsieur Le Squarnec, les éléments du dossier. Nous sommes à ce moment-là aux prises avec deux, je dirais, groupes de victimes. Une partie étant accompagnée par des avocats et entourée, et une autre partie de victimes qui n'avaient pas constitué d'avocats, pas entourée et qui découvraient pendant ces 15 jours toute l'horreur de ce dossier. Se sont vus imposer des images à caractère pédopornographique sur écran format cinéma dans une salle de déport, sans que nous n'ayons le temps, nous, avocats, de les prévenir. Ils ont eu connaissance de passages de journaux d'une monstruosité, ça fait 15 ans que je fais ce métier,
comme je n'ai jamais entendu. Ces hommes et femmes-là, pour certains d'entre eux, devaient déposer à la barre, vont y renoncer. Et tout ce procès n'aura pas été pensé par la violence qu'il pouvait générer. Il n'aura pas été davantage pensé la nécessité d'avoir des experts tout au long du procès pour analyser ce qu'il s'y déroulait. Nous avons manqué, et ça sera un des éléments de réponse sur la question de la rétention, nous avons manqué d'un expert psychiatre et psychologue présent tout au long du procès pour pouvoir analyser et les propos, les déclarations de l'accusé, mais également, je dirais, le non-verbal, ses attitudes, ses regards, et notamment lorsque les victimes déposaient. Ce qui fait que aucun d'entre nous n'avions la capacité d'analyser ce qui se déroulait sous nos yeux. Aucun moment de prise de recul possible. Lorsqu'il a été évoqué la possibilité d'avoir un expert tout au long du procès, il a été rétorqué que la justice manquait de moyens. Nous sommes là dans un impensé monumental de la part des instances et notamment du fonds de garantie. Il n'aura jamais été pensé qu'à un moment donné, des centaines de victimes allaient solliciter soit la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, soit former des demandes dans le cadre du procès sur intérêt civil, avec des expertises à visée indemnitaire qui allaient être demandées, qu'il va falloir réaliser. Rien de tout cela a été pensé. Aucune expérience n'a été tirée des procès sur les attentats. Il s'avère qu'aujourd'hui, le collectif est en lien avec des victimes des attentats. Et je peux vous affirmer, sans craindre une quelconque réplique de part et d'autre, qu'aujourd'hui, les victimes de Joël Le Squarnec sont véritablement des victimes de seconde zone. Aujourd'hui, en France, on vient discriminer les victimes entre elles. On vient les concurrencer. Et c'est notamment le cas sur le prisme indemnitaire. Dans le cadre des victimes des attentats, il y a eu ces numéros verts, là, cristal, dont Gabriel en a parlé. Il y a un suivi, il y a même une commission, enfin une direction qui a été établie pour le suivi des trajectoires des victimes des attentats. Il y a eu des réunions préparatoires entre avocats et fonds de garantie. Il y a eu des budgets qui ont été créés en vue de ces indemnisations. Il y a eu des prises en charge des déplacements des victimes pour les mesures d'expertise. Il y a même eu des remboursements tout au long du procès. Ici, rien de cela. Expliquez-moi. Pourquoi ? Peut-être qu'il y a moins de bénéfices secondaires sur le plan de l'image nationale à mettre un peu de moyens sur ce procès-là. On est en pleine mesure d'expertise, là. Des personnes sont à Londres, en Suisse, à Toulouse, doivent débourser 400, 500, 600 € pour répondre à une mesure d'expertise. Il n'a même pas été pensé que les expertises sont menées par des médecins. Or, ces hommes et femmes ont été victimes d'un médecin. Oui, Madame la députée, mais c'est quelque chose qui se pense en termes d'accompagnement. On ne va pas accompagner ces victimes de la même manière qu'un adulte qui a été victime dans le milieu du sport, à l'école. Ce dossier, cette affaire, n'est que multiple impensé. Considérez tout cela comme un laboratoire, ce dossier. Parce que ce que je viens de vous dire, vous pouvez le retrouver dans des centaines et des centaines de dossiers. Nous parlons des dossiers de violences sexuelles faites aux enfants. Ce que je viens souligner sur les impensés, sur les manquements, les défaillances, les violences assénées aux victimes et aux professionnels, c'est le quotidien de ceux qui travaillent dans ces dossiers.
Aujourd'hui, nous sommes au bord du naufrage. Les enquêtes ne se font plus, les professionnels sombrent, et in fine, ce sont les victimes qui souffrent. Alors, Monsieur le Président, en réponse à votre propos introductif, oui, vous êtes là pour penser le « plus jamais ça ». Mais ce n'est pas une formule magique. Ça fait 15 ans que d'affaire en affaire, j'entends « plus jamais ça ». Les mesures du collectif, elles sont de 4 ordres. La première, c'est de repenser en profondeur les méthodes d'enquête. En matière d'infractions sexuelles, il va être temps, à l'image des pays anglo-saxons, d'intégrer des analyses criminologiques et comportementales. Parce que, voyez-vous, dans ce dossier, il a manqué des gens sur le banc des accusés. Et notamment l'ex-épouse de M. Le Squarnec. Et notamment des membres, médecins, de l'hôpital, du Conseil départemental de l'Ordre des médecins. Si tout cela n'a pas été possible, c'est parce que l'enquête n'a pas été pensée dès le départ. Parce que les analyses n'ont pas été les bonnes et ont manqué de psychocriminologues. Repensez le temps de la garde à vue. En matière d'infraction sexuelle, 48 heures, max. En 48 heures, vous ne pouvez pas, dans le temps d'une perquisition, et c'était le cas lors de la perquisition qui a eu lieu le 9 décembre 2004, qui a conduit à la condamnation de M. Le Squarnec en 2005, comment voulez-vous que des enquêteurs perquisitionnent, étudient, analysent, auditionnent en 48 heures? C'est impossible. Vous avez des infractions en matière de stupéfiants et de terrorisme, avec des temps de garde à vue qui montent à 72 heures, voire 96 heures. Il n'est pas sérieux de continuer à mener des gardes à vue sur 48 heures, sauf à se priver réellement d'une bonne analyse d'une situation et surtout de mesurer la pluralité des victimes qui peuvent en découler. Sur la pluralité des victimes, justement, nous sommes quand même, je vais vous donner un chiffre, parce qu'en France, on marche beaucoup avec les chiffres. Monsieur Le Squarnec a été condamné le 28 mai dernier à 20 ans de réclusion criminelle. Ça fait 14 jours de détention par victime. 14 jours. En France, vous pouvez violer un enfant, un adulte, ou en violer 300, que de toute façon, le quantum de peine maximal est 20 ans. C'est une aberration. Aberration. Aujourd'hui, il existe plusieurs circonstances aggravantes sur les agressions sexuelles et sur les viols. C'est la seule catégorie d'infraction dans notre code pénal qui ne bénéficie pas d'un cumul de circonstances aggravantes élevant le quantum de la peine. C'est le cas en vol, en violence, mais pas en matière d'infraction sexuelle. Il serait tout à fait possible et accessible de déterminer que lorsqu'il y a cumul de 2 circonstances aggravantes, alors il y a une augmentation du quantum de peine. C'est extrêmement important parce que d'augmenter la peine à 30 ans autorise des mécanismes de sûreté qu'on n'a pas à 20 ans. Il y a aussi la question de la circonstance aggravante de sérialité et de pluralité de victimes. Il en existe une dans le Code, mais qui est extrêmement mal définie, parce que nous parlons de victimes en concours. Je crois que ça mérite d'être mieux écrit, mieux élaboré, sachant que la sérialité, cette circonstance aggravante-là, permet, à mon sens, contient en elle-même la notion de gravité, d'un process criminologique qui permet d'identifier tout de suite la gravité. Et sur la dangerosité, je clôturerai par là, mais il y aura sûrement des questions sur ce point-là. Nous manquons de plusieurs choses. Premièrement, il faut faire face aux réalités. Et c'est ça qui a guidé la cour criminelle. C'est que la rétention de sûreté, vous avez un centre en France. Le temps de passage en moyenne, c'est 6 mois. Nous manquons cruellement de moyens. Les politiques ne mesurent pas à quel point les lois sont inefficientes sur le terrain. Je vous invite tous et toutes
à venir dans les procès, à écouter, à aller au contact des greffiers, des présidents, des huissiers. Et vous serez aux prises directes, en fait, avec la réalité d'une justice qui est juste en train de se paupériser comme jamais. Des victimes qui ne pourront jamais recevoir la reconnaissance qu'il se doit, ni la protection pour les générations futures, par faute de moyens et de faute d'humains. En 2015, le ministère va lui permettre de prolonger son activité professionnelle au-delà de l'âge légal de départ à la retraite. Maître, l'ordre et le ministère auraient-ils pu, techniquement parlant, faire condamner Joël Le Squarnec en dépit de sa nomination? À votre connaissance, la plainte envisagée contre lui devait être émise par le ministère ou la direction régionale de l'hospitalisation de Bretagne. Et comment expliquer que même après une condamnation, certaines structures aient accepté de l'embaucher? Je le sais, il ne revient pas à un parlementaire de commenter une décision de justice, mais je partage le sentiment d'incompréhension que vous exprimez au regard de l'ampleur des faits, de leur gravité, du traumatisme collectif qu'ils représentent. La décision rendue ne semble pas être à la hauteur. Elle laisse une impression d'inachevé, d'injustice persistante. Et cela nous oblige encore davantage à repenser nos réponses, à repenser nos lois. Alors oui, il nous faut des réformes, il nous faut une justice plus rapide, plus attentive, plus protectrice. Il faut que chaque signalement, chaque plainte, chaque doute soit pris au sérieux. Il faut que les murs du silence tombent enfin. Mais ce combat, c'est vous qui l'avez initié et c'est à vous que je veux m'adresser en tant que collectif, en tant que victime, en tant que survivante et survivant. Merci. Merci pour votre courage. Merci de porter la mémoire et la vérité. Merci de nous rappeler notre devoir de vigilance, notre responsabilité collective et notre obligation d'agir. Je vous remercie. Et quant au gouvernement, après avoir échangé avec vous le 18 juin dernier, il a annoncé le déploiement de dispositifs en urgence, vous l'avez dit, notamment de la création de dispositifs d'accompagnement spécifiques pour les victimes et co-victimes que vous demandiez. C'est l'annonce, en tout cas. 13 jours plus tard, où en sommes-nous? On est début juillet. Est-ce que le dispositif existe, est mis en œuvre? Est-ce que vous avez une idée d'un calendrier? Est-ce qu'il y a eu des retours vers vous là-dessus concrètement? Par exemple, des demandes comme le numéro cristal, est-ce qu'elles ont été entendues? Je ne dis même pas appliquées, je dis déjà entendues. Et enfin, il y a la responsabilité des parlementaires. Bon, on peut évidemment changer la loi, c'est une de nos missions. On peut aussi exercer une tâche de contrôle d'institution. Et à cet égard, je pense notamment à ma camarade Sarah Legrain qui a déposé une demande de commission d'enquête sur les violences sexuelles et sexistes en milieu médical et hospitalier. J'invite évidemment tout le monde à la signer. Mais quelles sont, vous, vos attentes? Où est-ce que vous nous conseillez d'aller voir, d'aller contrôler, d'aller mettre le nez directement dans les institutions publiques qui ne tournent pas rond? Malgré des alertes répétées et des comportements signalés, cet homme a pu continuer à exercer dans plusieurs établissements pendant des années. À la lumière de votre expérience et de votre engagement, j'aimerais vous poser une question en deux temps. Premièrement, quelles sont selon vous les principales mesures qui doivent être adoptées pour garantir qu'un tel silence institutionnel ne puisse plus jamais couvrir de tels actes? Je pense notamment à la circulation de l'information entre établissements de santé, aux procédures disciplinaires, au rôle de l'ordre et aux obligations de signalement. Deuxièmement, pensez-vous qu'il serait nécessaire d'aller plus loin sur le plan législatif pour renforcer la culture du consentement dans les pratiques médicales? En d'autres termes, faut-il instaurer une obligation de recueil du consentement libre, éclairé et explicite, y compris pour des actes médicaux impliquant un contact intime ou invasif? Et plus largement, comment fixer une forme de limite claire dans la relation entre soignants et soignés, notamment pour prévenir toute dérive dans l'exercice de l'autorité médicale? Mais il y a aussi quelque chose qui me fascine absolument, et pardon parce que je vois que mon temps est déjà fini, c'est à quel point on n'a pas identifié le profil de perversion ou le profil psychologique, le mode opératoire de l'auteur de ces violences, et à quel point en fait il était inimaginable qu'un chirurgien en charge des enfants puisse se rendre coupable de ces crimes-là. Raison pour laquelle, et j'en termine là, Monsieur le Président, je pense qu'il nous faut vraiment, en tant que double commission, appeler à ce qu'il y ait un groupe d'études, parce que ça n'est pas juste une audition, c'est un groupe d'études avec les ministères concernés pour que nous avancions sur une proposition législative qui réponde véritablement aux manquements que soulève cette affaire. Je pense que les gens savaient, mais effectivement, les gens ne parlaient pas. Alors, est-ce que c'est lié à un problème de responsabilité, un problème, vous savez, c'est un petit peu il
il y a un film bien marqué ici, comme Icare, grosso modo, quand effectivement devant une autorité, vous osez pas effectivement vous exprimer. Et moi, je ne comprends pas que dans son milieu professionnel, dans le milieu hospitalier, des responsables hospitaliers, dans le milieu effectivement médical, par rapport aux ordres, et moi je trouve ça en même temps c'est terrible. Une fois que tout ça est découvert, même au niveau judiciaire, qu'on n'ait pas auditionné toutes ces personnes, dans le sens où on voit qu'il y a toujours des manques. Donc bien évidemment, il y aura sans doute un travail législatif à faire, mais je pense que le législatif ne réglera pas tout. Moi, ce que j'aimerais, avec votre expérience, c'est comprendre pourquoi les choses ne se disent pas. Il y a une chose qui, moi, me sidère quand même, c'est vu l'ampleur des crimes, comment cette personne a pu exercer sa perversion pendant aussi longtemps sans qu'il ne soit rattrapé par la patrouille. Alors, on a parlé effectivement d'être couvert. Bon, vous chargez un peu l'ordre des médecins, effectivement, qui visiblement n'a pas fait son travail et n'a pas dégagé les brebis galeuses. Enfin, la brebis galeuse, en l'occurrence. Mais comment c'est... Enfin, c'est ça qui, moi, me laisse... Parce que je pense aux parents également. Donc, ils ont été complètement subjugués par ce médecin, et à tel point qu'il a réussi à avoir une emprise que personne ne s'en soit aperçu. Ou que c'est ce mécanisme-là, parce que je crois que Sandrine en a parlé tout à l'heure. Je pense qu'il y a derrière aussi, c'est comment donner une culture aux différentes personnes pour qu'elles puissent identifier ce genre de choses. Je voulais revenir sur la première affaire de Le Squarnec, c'est-à-dire celle sur les images à caractère pédopornographique, celle qui aurait pu à ce moment-là créer une alerte à la fois sur est-ce qu'il peut continuer à exercer, mais aussi sur un système de prise en charge. Parce que ça existe dans d'autres pays européens, quand il y a une condamnation sur des images pédopornographiques, alors il y a une proposition d'accompagnement, et il me semble que ça n'a pas été fait. Je voudrais savoir si à ce niveau-là aussi, vous avez des recommandations. Je l'avais dit en préambule, mais en fait, c'est l'ordre au niveau départemental qui aurait dû agir. Que ce soit le 56, le 29 ou le 17, les trois auraient pu agir. Le 56, parce que quand les faits ont été révélés, et donc en 2005, il est arrêté, il avait quitté quelques années, 1 ou 2 années auparavant, Vannes. On l'a jugé quand il exerçait à Vannes. C'était sur 2002-2003, donc à ce moment-là, il était professionnel à Vannes. Donc l'ordre de 56 aurait pu, même s'il avait quitté le département, se saisir de l'affaire, saisir la chambre disciplinaire au niveau régional, et donc demander à ce qu'il y ait une décision de justice d'ordre prise. Je le disais un petit peu plus tôt, mais l'ordre des médecins n'a pas à surseoir à statuer, ce qui signifie qu'ils peuvent saisir une chambre disciplinaire à n'importe quel moment, qu'il y ait une affaire pénale en cours ou non, qu'ils le fassent avant, pendant ou après un procès, et n'ont pas besoin de se caler sur une décision pénale. Donc c'est après une décision déontologique, et c'est le juge déontologique qui peut le faire. Le 29, le Finistère aurait dû et aurait pu choisir de le juger sur ses actes passés, même si ce n'était pas quand il l'exerçait au sein du 29, puisqu'il y avait une question déontologique, tant qu'il n'était pas fonctionnaire, puisqu'il est arrivé ensuite fonctionnaire. Il était contractuel au début dans le 29, et ensuite il a été fonctionnaire à partir du 1er août 2006. Et une fois qu'il a été fonctionnaire, il a été régulièrement dit on ne pouvait plus rien faire, puisque de toute façon, ce n'était plus de notre ressort, mais d'un point de vue, c'était la fonction hospitalière. Faux, puisque dans tous les cas, un médecin est au tableau de l'ordre du 29. Et une faute, on peut juger, quand une faute est détachable du service public. Nous sommes sur une faute détachable du service public, une infraction propre dans le cadre d'ailleurs personnel. Ensuite, l'ordre des médecins 2017
2017, au niveau de La Rochelle, des Charentes-Maritimes, aurait pu faire exactement comme le 29, c'est-à-dire sur les actes passés, le saisir quand ils ont reçu la condamnation de Joël Le Squarnec, puisque là, tout se savait, et ne pas, notamment, l'accepter ou le recruter. Au niveau national, l'Ordre des médecins au niveau national a eu connaissance qu'en 2008, lors du transfert de Le Squarnec à Jonzac, de sa condamnation. À ce moment-là, ils ont eu son dossier est vraiment passé dans les mains de l'Ordre national. Ils auraient pu, en effet, à titre exceptionnel, saisir. Sauf qu'ils ont fait une demande au niveau des ordres départementaux en disant à vous de saisir et à vous de saisir la chambre disciplinaire. Ils ne sont pas allés plus loin. De ce qu'on a compris il y a 20 ans quasiment, c'était pas aussi des mesures qui se prenaient vraiment pour détention d'images pédo. Pour autant, au niveau, vraiment la responsabilité aujourd'hui, on la considère sur la partie départementale. L'hôpital de Quimperlé est aussi largement fautif, puisqu'ils n'ont pas décidé de mettre à pied M. Le Squarnec quand il est passé devant le conseil départemental de l'Ordre des médecins du 29, puisqu'il est passé en novembre 2006, il est passé devant le conseil départemental. À ce moment-là, ils ne se sont pas dit on va le suspendre en attendant de voir ce qui va en ressortir. Et c'est là que, au contraire, ils ont appuyé M. Le Squarnec pour dire que c'était un chirurgien exceptionnel pour que l'hôpital ne se ferme pas. L'hôpital a été fermé en printemps 2007 et entre-temps, entre novembre et 2006 et le printemps 2007, la DAS et l'ARH ont eu connaissance du cas Le Squarnec, puisque ça est remonté jusqu'à ces institutions-là quand l'Ordre des médecins départemental a demandé à auditionner Le Squarnec. De novembre à janvier, il ne s'est rien passé de leur côté. Ils ont attendu le vote. Puis en plus, il y a eu les vacances de Noël. Donc vous comprenez, autant qu'ils continuent à opérer les petits-enfants. Et ils n'ont pas agi, il n'y a pas eu de mise à pied. Et ils ont attendu le vote de l'Ordre des médecins départemental, qui a décidé à la majorité que ce n'était pas un problème déontologique et donc du coup que ça ne servait à rien de saisir la chambre disciplinaire. La DHOS, puisque c'est remonté jusqu'à la DHOS, et en effet, vous avez initié la partie ministère, la DHOS a fait état de saisir la chambre disciplinaire. L'ARH et la DAS auraient pu la saisir. Ils avaient ce pouvoir de saisir la chambre disciplinaire. Ils ne l'ont pas fait. Malgré la demande de la DHOS, il nous a été dit que ce n'était pas un document signé, donc ce n'était pas obligé de le faire. Pour autant, il y a eu 3 mails qui ont été états de « Est-ce que vous avez saisi la chambre disciplinaire ?» 3 mails auxquels la DHOS n'a jamais eu de réponse de la part ni de la DAS ni de la RH. Je continue du coup sur... Vous avez parlé à un moment de savoir si, je m'adresse à vous, pardon, vous avez demandé si, par rapport à notre vision sur la commission d'enquête, l'initiative est louable. Nous, ça ne suffit pas. À quel titre? Elle ne couvre qu'un volet de notre affaire. Notre affaire est bien plus complexe. Et comme on le disait, et comme Madame Rousseau le disait, cette affaire est très complète. On a parlé de laboratoire et on a mis le mot laboratoire, mais c'est une réalité. Cette affaire couvre des ensembles de défaillances qui permettraient de se saisir de manière globale sur plein de dossiers. Vous parlez de soumission, on parle de soumission chimique, on en a fait état il n'y a pas si longtemps que ça. On parle de pédocriminalité, d'omerta, de violence institutionnelle, de victimisation secondaire. Enfin, il y a un tel panel que si on ne s'arrêtait qu'à la partie santé, on perdrait une énorme matière sur notre dossier. Pour éviter le silence des affaires, si on a... pardon, ça, ce sera pour ensuite. On a mis un certain nombre, mis un certain nombre de mesures. On a parlé du casier judiciaire tout à l'heure. On parlait des mesures qu'on avait, nous, identifiées.
Ces mesures, notamment de faire remonter le casier, Joël Le Squarnec, il l'a dit, il a dit qu'il avait un casier judiciaire. Il est arrivé à Jonzac, c'est lui qui l'a annoncé, c'est lui qui a signé tous les papiers en disant que j'étais arrêtée, j'ai été condamnée. Maintenant, c'est après aussi une question de déontologie, c'est-à-dire que si on est capable de travailler avec quelqu'un qui se masturbe sur des viols d'enfants, c'est après les valeurs de chacun. Mais peut-être que les médecins devraient retravailler aussi un certain nombre de valeurs et les directeurs d'hôpitaux ou de cliniques quand on n'est pas sur un enjeu strictement de chiffres, mais peut-être de santé publique. On a aussi évoqué l'interdiction d'exercer sur les personnes qui sont dans une mise en examen où il y a une enquête sur eux, ou en tout cas qui ont été arrêtés. On l'évoquait tout à l'heure, il serait nécessaire que ce soit plutôt l'ordre des médecins, voire les hôpitaux, qui soient dans une obligation de motiver pourquoi ils veulent recruter quelqu'un qui est mis en examen ou qui a un casier judiciaire. Ça freinerait peut-être certains qui souhaitent recruter à tout va et quel que soit le prix à payer, et leur permettrait de se poser peut-être un petit peu plus la question. Toutefois, il y aura quand même une question de responsabilité, et ça fait partie de nos mesures aussi, c'est de se dire reconstruire les responsabilités de chaque institution. On l'a dit tout à l'heure, au niveau national, l'ordre des médecins ne s'est strictement pas remis en question. On nous a fait une jolie plaidoirie pour s'excuser, mais pour autant, on n'a pas vu de mesures en propre. Et depuis 2019, ils savent qu'il y aura aussi ce procès, donc ils auraient peut-être pu prendre les devants et ne pas attendre simplement un simple temps judiciaire. Mais quand on parle aussi du CNG, on est sur une structure décentralisée à Paris qui ne connaît pas les problématiques de l'hôpital de province dans des petites structures. Comment on traite ce type de problématiques quand on est sur des hôpitaux qui ferment? Ensuite, on a évoqué la partie comment on a le mécanisme du silence. Les lanceurs d'alerte, il y en a eu. Et je vous invite sincèrement à aller interroger l'ordre. Ce serait intéressant de les rencontrer, de pouvoir aller les questionner, de pouvoir comprendre un petit peu comment ils fonctionnent, ce qu'ils en ont retiré de l'affaire, mais aussi les lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, c'est une réalité. Certains ont eu peur de leur poste. Certains ont poussé, ont appelé, ont dit qu'il se passait quelque chose au sein de l'affaire, et avec Joël Le Squarnec, mais n'ont parfois pas osé aller plus loin, de peur aussi de perdre leur activité. Parce que, comme on le disait aussi tout à l'heure, les chambres disciplinaires au niveau régional ne sont saisies qu'à partir du moment où ils sont sûrs de gagner. On ne prend pas le risque. On y va, on ne va pas faire scandale, on ne prend pas le risque. Donc, forcément, les lanceurs d'alerte, ils sont pas très rassurés. La question se posera dans le code pénal. Il y a l'article 226-14 qui explique que quand un parent n'est pas condamné parce qu'il a été dénoncé par un médecin, il doit prouver que l'alerte était de mauvaise foi de la part du médecin pour qu'il puisse se retourner sur le médecin, ce qui protège les médecins, ce qui fait que les médecins, du coup, sont un peu plus à même d'oser dénoncer des violences contre les enfants plutôt que de se taire. La seule chose, c'est que dans le code de déontologie et le code de santé publique, ça n'existe pas, ce dernier alinéa qui fait qu'un médecin aura aussi la difficulté d'aller dénoncer un autre médecin de peur qu'on se retourne contre lui. Et il manquerait peut-être cet alinéa pour le protéger, pour qu'on prouve sa mauvaise foi dans le cadre d'une dénonciation. Je vais terminer sur le dernier point de comment il a pu exercer autant sans que ce soit vu. Eh bien, Monsieur Le Squarnec, il a exercé que dans des établissements où il n'y avait pas de formation universitaire, pas d'internes qui traînent, qui vous suivent. Il a exercé, et ses accompagnements de bloc, donc les aides opératoires au bloc, étaient que des non-formés professionnellement. C'est lui qui les formait. Comment pouvait-il attester d'une normalité ou non d'un geste qu'il avait sur ses patients? Enfin, pourquoi il y a majoritairement des enfants dans cette affaire et il y a quand même des adultes? Maître Grimaud vous parlera du volet de la perversion, mais il est très facile de faire croire à un enfant quand on lui met le doigt dans la vulve, quand cet enfant a 2 cicatrices sur le pubis et qu'il n'a que 11 ans et qu'il n'y connaît rien en sexualité. C'est facile de faire croire que ce sont des gestes médicaux.
c'est plus difficile de le faire croire à un adulte. Et donc c'est pour ça que la soumission chimique et les gestes sur les adultes étaient principalement sous soumission chimique, mais qu'il a aussi principalement agressé des enfants, puisque les gestes médicaux sur des enfants, les gestes de perversion sur des enfants pouvaient se faire passer pour des gestes médicaux pour lui. Et c'est là-dessus qu'il a abusé, il a abusé de ce statut-là. Et c'est bien sûr pour cela que quand il sortira, les personnes qui seront peut-être un jour en EHPAD avec lui, s'il a encore un peu sa tête et qu'il trouve des personnes vulnérables qui ne seront pas en capacité de parler ou qui ne seront pas en capacité de dénoncer ces faits, il s'en prendra à eux. Parce que ce seront des personnes vulnérables qui ne pourront pas associer ces gestes ou ne pourront pas dénoncer ces gestes, comme les enfants. Alors, je ne viendrai pas vous faire un cours sur la perversion, on devrait dire plutôt les perversions. Mais ça vient interroger la notion, Madame Rousseau, de profil type. Il n'y a pas réellement de profil type en cette matière. En revanche, on a des profils criminologiques, effectivement. La littérature scientifique et internationale est plutôt bien dotée. Nous ne manquons pas de professionnels et de littérature dans le domaine. Ce que nous manquons actuellement en France, ce sont des professionnels avec une formation dite criminologique. Il nous faut des experts psychocriminologues, des médecins criminologues qui, par la culture criminologique, permettent d'identifier un facteur CSP, un facteur de parcours, un facteur de vulnérabilité, tout un ensemble de facteurs qu'on a pu identifier dans la littérature comme amenant, pouvant conduire à des passages à l'acte et des profils, je dirais, pédocriminels. Monsieur Le Squarnec, il a l'éventail complet, mais complet, hein, des paraphilies répertoriées dans le DSM-5. Il est pédophile, il est exhibitionniste, il est fétichiste, il est urophile, il est sadique. On a, je ne vais pas vous faire tous les troubles paraphiliques répertoriés par la littérature, il les a tous. Et c'était notamment le propos des experts qui sont venus à la barre, pour certains ayant 30 ans d'expérience, en disant que dans leur carrière, ils n'avaient jamais vu un tel concentré chimiquement pur. Tous ces troubles-là réunis en un seul homme, je vous laisse imaginer l'étude clinique que ça peut apporter. Et c'est d'autant important parce que qui dit paraphilie, que la pédophilie, la pédocriminalité est une paraphilie parmi d'autres, chaque paraphilie n'est pas accompagnée d'une structure perverse. Chaque pédocriminel n'est pas pervers et chaque pervers n'est pas pédocriminel, si on le fait de manière très grossière. Ce qui rend ce dossier encore plus, je dirais, intéressant cliniquement, c'est que vous avez cliniquement tous les profils de paraphilie et vous avez cliniquement toute l'étude de la perversion et de la structure perverse. Donc, un véritable laboratoire en un seul homme. Vous imaginez, une fois que j'ai dit ça, que vous aurez, et vous choisirez les outils pour, vous aurez à auditionner ces professionnels. Il y en a au sein de l'OCRVP. On a eu d'excellents experts qui sont venus déposer à la barre. On en a finalement très peu. Et vous comprendrez que si ces experts, si cette lecture psychocriminologique avait eu lieu dès le départ, on aurait pu aller beaucoup plus vite. Les parents n'ont pas été sous emprise. Les parents ont juste fait confiance à un médecin, monsieur le député. C'est tout. Mais de comprendre tous ces mécanismes de perversion aurait été intéressant parce que même la cour criminelle a été mise en difficulté. Moi, j'ai pu constater dans le temps des débats une confusion générale et une inversion des places, qui est quand même le pur, l'outil le plus visible, je dirais, l'inversion des places de la perversion. Exemple concret. Monsieur Le Squarnec était interrogé sur les faits, et dans la seconde d'après, il était questionné en qualité d'expert sur un élément médical.
Cette confusion a été très régulière. Ça veut dire que la Cour elle-même, composée de magistrats professionnels, en a quelque part un peu perdu son latin. Là aussi, on a eu, et si on avait eu des experts ou un psychologue qui suivait l'intégralité du procès, tant la Cour que les parties civiles ou même les avocats, j'ai entendu certains confrères sur les bancs des parties civiles remercier l'accusé pour avoir demandé pardon. C'est pour vous dire que l'état de confusion est perpétuellement à l'œuvre. Il y a une détention d'images à caractère pédopornographique. Bon, ça se voit, hein, c'est dans un fichier informatique. Pas trop besoin de propos de celui qui les détient. C'est caractérisé immédiatement, pas besoin d'investigation supplémentaire. Rentabilité, chiffres. Mais, mesdames, messieurs les députés, c'est au quotidien qu'on a ces condamnations dans les tribunaux. Et c'est au quotidien que la peine qui est prononcée, c'est 2 mois, 3 mois, 4 mois avec sursis. C'est un quotidien. Et c'est également la norme que de ne pas venir enquêter sur l'identification des enfants derrière ces images. Alors nous avons l'OFMIN, l'Office mineur, qui a été créé pour cela. Enfin, si je ne me trompe pas, je crois que nous avons un office avec une 30aine de professionnels. Pour information, il y en a plus de 600 en Angleterre et plus de 4000 aux États-Unis. Donc, il y a un moment donné, soit nous avons les moyens, et nous considérons, parce que nous savons que des gens qui consultent, diffusent, offrent des images à caractère pédopornographique seront des individus qui pourront passer à l'acte, parce qu'on est parfois aussi dans une situation de collectionnisme, tiens, encore une paraphilie, que nous pourrons alors protéger davantage d'enfants. Et qu'il va falloir aussi entendre que quand vous êtes condamné pour des détentions d'images à caractère pédopornographique, vous n'êtes pas automatiquement inscrit sur le FIJAIS, notre fichier, hein, fichier d'infraction des auteurs d'infractions de délinquance sexuelle, pardon, parce que le quantum de la peine encourue ne rentre pas dans les dispositions qui ont été pensées par le législateur pour amener une juridiction à prononcer une inscription à ce fichier. Elle doit motiver cette inscription pour ces infractions de détention d'images, et dans les autres infractions, viol, agression sexuelle, elle doit motiver le fait de ne pas le faire. Donc vous comprendrez que quand il est créé des outils législatifs, il faut penser aussi à ce genre de détails. Où en est-on en termes de dispositif d'accompagnement qui a été proposé? La réponse est simple, pas très loin, puisqu'on n'a toujours pas de réponse à l'heure actuelle. En fait, les seules choses dont on dispose, c'est des choses qu'on a mis nous-mêmes en place au sein du collectif sur un principe de bénévolat et qui concerne en plus des professions qui sont précaires, on le sait, puisque les psychologues ont notamment fait un communiqué il y a peu sur les conditions d'exercice de leur métier et notamment du dispositif Mon Soutien Psy, mais également avec une problématique de population des psychiatres qui se font rares et qui, eux aussi, sont surresponsabilisés au niveau de leurs valeurs humaines puisqu'ils ne peuvent pas penser nous laisser à l'abandon avec tous les risques que cela implique. Il faut savoir que certains d'entre nous, victimes, avons effectivement été au contact de professionnels, notamment des professionnels de l'enfance et de l'adolescence, psychologues, qui n'ont pas su détecter en fait la symptomatologie, qui pourtant au regard de la littérature scientifique actuelle montre bien qu'il y avait au moins une suspicion à avoir là-dessus. Il sera dit souvent que soit la personne est une menteuse, ou encore que le problème vient des parents et que c'est un complexe d'Édipe qui n'est pas résolu. Donc on est quand même sur des problématiques de formation qui sont assez conséquentes.
puisque même les personnes qui sont censées être formées à l'accompagnement des jeunes publics ne le sont pas. Et cette problématique est transprofessionnelle, puisque un certain nombre de professionnels, je pense souvent aux les orthophonistes qui sont en lien avec des enfants, par exemple, qui ont des difficultés à l'école, souvent qui peuvent avoir des troubles, etc., qui sont bien malmenés, puisqu'il n'existe pas de formation là-dessus, sur comment est-ce qu'on détecte justement cette symptomatologie. Ce qui fait que, d'un point de vue assez systémique, on a un ensemble de professionnels qui sont en lien avec des enfants et des adolescents qui ne sont pas en mesure de détecter, en fait, s'il y a quelque chose à signaler. Propre de la perversion, c'est entre autres de renverser l'ordre établi. Ça va être de façon subtile, voilà, comme Maître Grimaud a pu le décrire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des actions qui peuvent être actives, mais ça peut aussi être de la perversion passive, chose que je relèverai ici comme étant un défaut organisationnel du procès, puisque à la suite de l'enquête de personnalité de Joël Le Squarnec, il n'y aura pas d'expertise pour montrer justement tout le caractère manipulatoire et donc éviter des mois de manipulation sans que personne ne puisse en saisir véritablement les tenants et les aboutissants. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un ne va pas croire une parole, ça va nous apprendre l'échec. Ça va nous apprendre que finalement, notre parole n'a pas de poids et que à chaque fois qu'on essaye de reverbaliser ce qui a pu se passer, que quelque chose n'a pas été normal, on risque encore plus de souffrir, puisqu'on risque en fait de nous rappeler que en fait notre voix n'a pas été entendue lors de l'agression sexuelle, puisqu'on est sur un manque de consentement déjà, mais qu'elle ne sera jamais. Et bon nombre de victimes d'ailleurs ont eu des difficultés à se faire à penser qu'elles allaient être crues. Puisque ça fait partie en fait des conséquences psychologiques de ce genre d'agression. Vous pouvez assez bien imaginer que la libération de la parole ne sera pas nécessairement facilitée, d'autant plus que pour libérer la parole, il faut être en climat de confiance. On rappelle quand même que les faits sont opérés par une figure de soignant, un homme qui plus est avec l'autorité médicale. Voilà, c'est quand même assez compliqué de pouvoir se livrer auprès d'une autorité de soins, même si elle est psychologique, psychothérapeutique, tout ce que vous voulez, étant donné que le problème initial vient justement de quelqu'un qui a abusé de son pouvoir de soins pour finalement nous violer, nous agresser sexuellement. Voilà pour cette audition exceptionnelle des membres du collectif de victimes de Joël Le Squarnec. Vous avez entendu ces témoignages poignants. Certains estiment qu'il y a eu une défaillance des autorités et des établissements hospitaliers et que des agressions, des viols auraient sans doute pu être évités. C'est la fin de cet épisode. À très bientôt sur LCP, au cœur de l'Assemblée nationale, pour voir ou revoir les moments forts du débat parlementaire. À bientôt. Ciao, ciao.